Présentation? OK. Voilà, je vais lancer l'enregistrement. Donc bonjour à toutes et à tous et puis bonne année 2026 à vous. Donc c'est notre premier rendez-vous flash de l'année. C'est le quatrième que le club organise. Donc moi je suis Cécile Bussière, donc je suis la nouvelle coordinatrice du club Réemploi Bâtiment Normandie. Voilà, je suis arrivée au mois de décembre à la suite de Séraphin Elie. Voilà, ce rendez-vous, il dure 30 minutes et donc l'objectif, c'est chaque mois, le deuxième jeudi de chaque mois, de vous donner une dose voilà, d'inspiration, de travailler avec nos partenaires. Donc c'est le cas aujourd'hui avec Valobat et de vous apporter voilà, soit des éléments techniques sur la filière, sur des études. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. Et donc, je vais passer la parole à Marine pour qu'elle se présente et puis voilà, qu'on commence à présenter l'étude. Bonjour à toutes et tous. Marine Gibert, je suis chef de projet réemploi au sein de l'éco-organisme Valobat. Peut-être un petit mot par rapport à Valobat. Valobat, on est donc merci déjà pour l'invitation à Cécile et au Club Réemploi de Normandie, dont on est partenaire aujourd'hui depuis une année environ sur justement toute cette thématique de l'animation territoriale qui nous semble essentielle pour pouvoir faire grandir le réemploi, permettre ces rencontres techniques, ces rencontres entre acteurs pour développer cette thématique. Et donc, Valobat, c'est un éco-organisme qui est agréé par les pouvoirs publics pour mettre en place ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur, la REP PMCB de son petit nom, qui a été mise en place dans le cadre de la loi anti-gaspillage et économie circulaire avec plusieurs objectifs. La réduction des dépôts sauvages grâce à la mise en place de points de reprise, limiter le gaspillage des ressources en favorisant le réemploi pour allonger la durée de vie des produits et sinon, le recyclage, pour justement permettre à la matière de, réintégrer, des nouveaux produits. Et le dernier volet, on travaille avec, les fabricants aussi sur, l'éco-conception, de leurs produits pour, favoriser, leur, durabilité. Donc, ça fait partie, justement du rôle des éco-organismes de mener à bien, ces différentes missions. Et donc un éco-organisme, pour mémoire, c'est, une structure qui est à but, non lucratif, d'intérêt général, avec, qui a différentes priorités, donc, l'éco-conception, le réemploi et le recyclage et la valorisation. Alors pourquoi on s'intéresse au réemploi? Parce que déjà dans la hiérarchie de prévention des déchets, évidemment, ça fait partie, des, 1 volets pour éviter les déchets. On a aussi, en tant qu'éco-organisme, des, objectifs qui sont ambitieux sur le réemploi, qui visent à atteindre 4 de réemploi d'ici l'année 2027 sur donc, les 22,5 millions de déchets que doit gérer, la filière. Ce chiffre peut paraître faible. Aujourd'hui, on estime qu'on est plus autour de 1 à 2 de réemploi et donc la marche est encore, importante pour y arriver, ce qui, nécessite justement de pouvoir, structurer des filières, de pouvoir, impliquer des maîtrises d'ouvrage, les maîtrises d'œuvre, des constructeurs, les artisans et puis, les fabricants, dans, cette dynamique pour pouvoir, y arriver. Et parmi les freins du réemploi, vous les connaissez, je vais pas, revenir et m'étendre, dessus, ils sont affichés à l'écran. Il y en a un qui nous a intéressés dans le cadre de cette étude, c'était tout ce qui était, de l'ordre du frein, psychologique au réemploi et cet enjeu de l'acculturation et de la sensibilisation sur ce que sont, ces, matériaux de réemploi. C'est vrai que souvent quand on entend, parler de réemploi, on peut avoir, des maîtrises d'ouvrage qui nous disent: oui, mais on n'est pas sûr que nos usagers accepteront d'avoir des matériaux de réemploi et donc c'est ce qu'on est allé, étudier, c'est les, perceptions, du réemploi. Donc, parfois vous allez voir, on va avoir des produits qui sont qualifiés comme non réemployables que nous, on sait comme étant parfaitement réemployés, d'autres qui au contraire, sont indiqués comme réemployables et ne le sont absolument pas du point de vue, de la filière. Donc c'est parce que justement on a, étudié les perceptions, vis-à-vis du réemploi. Donc cette étude, c'est une étude qui a été menée par, l'Institut BVA Insight, comme je le disais, qui avait pour objectif d'explorer les représentations du réemploi et pouvoir identifier, les freins psychologiques existants, pouvoir dégager, des pistes d'action. Et donc, pour ce faire,
BVA Insight a mené plus d'une cinquantaine d'entretiens en 2025 avec 26 professionnels du bâtiment et puis aussi des clients finaux, que ce soit des locataires, des acquéreurs, des propriétaires, des usagers. Et on a quand même mis un filtre sur le fait qu'on ne devait pas avoir des acteurs qui étaient complètement réfractaires au réemploi, sinon on n'allait pas sortir grand-chose de cette étude. Donc, elle n'a pas vocation à être représentative. On est vraiment là sur une étude qui a été menée sur une cinquantaine de personnes. En fait, les enjeux qu'on a identifiés, on en a quatre principaux finalement. On en a un premier qui est que le mot réemploi de base est perçu comme un mot qui est technique, qui est neutre et qui est peu attractif. Donc, quand je parle de réemploi et quand nous tous parlons de réemploi, ça ne donne pas envie. Et c'est vrai que quand on est dans la filière, eh ben, on a tendance à parler avec des termes techniques, mais on a un vrai enjeu à pouvoir promouvoir des termes qui sont plus aspirationnels quand on va parler de réemploi auprès de clients finaux pour justement permettre de mettre en valeur les bénéfices du réemploi et du coup aller parler de de seconde vie pour les produits, pour parler de ce volet environnemental, parler de reconditionner pour les produits qui l'ont été, pour justement montrer que ils ont été remis à neuf, comme ça peut être le cas aujourd'hui pour les téléphones. Il y a une valeur qui est apportée justement à ce reconditionnement ou encore pour des produits qui vont avoir du cachet, plutôt que de parler de réemploi, parler aussi de produits vintage pour avoir ce volet un peu plus esthétique. Donc, professionnels du bâtiment, on a un vrai enjeu à changer notre langage pour rendre ce réemploi plus désirable aux yeux des clients finaux. Et puis aussi par rapport à ce qui va motiver les clients dans l'intégration de produits de réemploi sur leurs projets. La simple motivation écologique, aujourd'hui n'est pas suffisante, pour pouvoir, déclencher, cette envie et donc on a tout intérêt à aller, mettre en avant les bénéfices, positifs autour du réemploi. C'est souvent d'ailleurs ce qui est fait, par la filière, que ce soit les usagers s'attendent à des bénéfices économiques. Si j'ai des produits de réemploi, c'est qu'ils sont forcément moins chers. C'est pas forcément le cas aujourd'hui. L'équilibre, économique du réemploi, c'est un équilibre qui est complexe quand on est sur des produits, heu, reconditionnés ou non, mais qui nécessitent, de la main-d'œuvre, à plein d'étapes, à l'étape de la dépose, à l'étape du transport et puis à l'étape ensuite de, la massification, éventuellement du, reconditionnement du produit. Mais c'est en effet, une attente de la part des usagers de pouvoir faire, une bonne affaire en intégrant des produits de réemploi. Ça peut être aussi la mise en avant de bénéfices d'usage. On se souvient tous pendant le covid, la difficulté à se procurer, certaines typologies de produits, du bâtiment et donc le réemploi, enfin certains acteurs ont eu recours justement au réemploi parce qu'on avait des produits qui étaient, immédiatement, disponibles. On peut aussi mettre en avant que, c'est des produits qui, ont plus d'identité et ont plus de variété, par rapport aux produits, qui sont tous industrialisés et qui semblent tous semblables, actuellement. Ça permet aussi, voilà, de donner, une autre image, une valeur esthétique, parfois patrimoniale sur des produits, qui sont historiques ou propres, à un territoire. Notamment en Normandie, vous avez, tout un patrimoine, là aussi à mettre en avant avec le réemploi et donc, mettre en avant ce bénéfice-là, c'est toujours, pertinent aux yeux, des clients. Le troisième axe qui avait été étudié, c'était, la vision, qu'on peut avoir, lorsqu'on, se pose la question de pourquoi demain on n'aurait, que des produits qui seraient du réemploi et aux yeux des, clients finaux, là aussi, la perception du réemploi était vue comme une contrainte et quelque chose anxiogène quand on leur posait la question de: «Qu'est-ce qui ferait que demain on aurait, une montée en puissance du réemploi?» À chaque fois, on parlait de, cataclysme, écologique et qu'on n'aurait plus le choix et donc là aussi, on a peut-être un sujet en tant que professionnel de pouvoir, inscrire le réemploi dans une vision qui est, plus positive, de la transition écologique. C'est, hem
Mais c'est de manière, générale, tout le discours qu'on peut avoir sur la transition écologique, comment faire en sorte que ce soit quelque chose qui soit perçu de manière positive et non pas comme, une contrainte qui serait appliquée à tous et mettre en avant justement, le fait qu'avec, le réemploi, on peut avoir, plus grande créativité, une plus grande inventivité, pour, intégrer, ces matériaux-là. Et le dernier volet justement de cette étude sur lequel je vais m'appesantir un petit peu plus, c'est finalement les perceptions des usagers, qui vont être différentes selon les typologies de produits qui sont, réemployés et qui nécessitent de justement pouvoir adapter aussi certains discours et certaines preuves concernant la qualité des produits selon les, typologies de produits qui sont intégrés pour justement pouvoir se départir des freins, par rapport à ces produits-là. Je pense que vous en connaîtrez, certains en retrouvant la liste des produits. En fait, finalement, quand on les déjà pour les clients finaux, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'ils n'avaient pas conscience que des produits pouvaient forcément être réemployés. Quand on parlait de, réemploi, ils pensaient souvent, à tout ce qui était, textile, tout ce qui était, produits électroniques de type, téléphone portable, électroménager. Le réemploi de matériaux de construction, c'était quelque chose qu'ils, avaient pas du tout, imaginé et puis après en leur, donnant justement, en leur, proposant des produits qui pouvaient être, réemployés, ils ont montré, une plus ou moins grande ouverture, par rapport à ces produits-là et du coup, ça nous pose aussi la question de quels sont les arguments qu'on peut mettre en avant, lorsqu'on réemploie ces produits-là. À leurs yeux, finalement, on a, 4 catégories de produits. On a des produits qui, sont vus comme, étant inaltérables, inusables, peu sensibles au vieillissement et dans lesquels, justement, ils peuvent avoir, confiance, sur le fait que, ces produits, ne posent pas de problème, lorsqu'ils retrouvent une seconde vie, dans un bâtiment. On va avoir des exemples juste après. On a après des produits qui sont dits, altérables, qui vont pouvoir porter justement des traces de, l'usure du temps, qui vont être, visibles et qui, selon eux, vont appeler, justement à un reconditionnement, ils vont être amenés à demander une garantie pour s'assurer que, ce soit pas problématique pour la remise en œuvre de ce produit-là. On va aussi avoir des produits qui sont dits sécuritaires et donc là, qui doivent vraiment nécessiter un traitement particulier et une recertification, un reconditionnement pour, s'assurer qu'ils peuvent être mis en œuvre et puis après, on a, les derniers produits qui sont dits sensibles parce qu'ils ont un lien à l'hygiène ou qu'il y a une symbolique derrière ces produits. Et là qui nécessite, vraiment une certification, spéciale parce que de base, c'est des produits qui sont, plutôt rejetés, par ses clients finaux et qu'il va vraiment réussir à falloir convaincre si on veut, justement, intégrer dans le bâtiment. Ou alors débunker tout simplement, les freins par rapport à ces produits-là parce que finalement on se rend compte que, c'est pas il y a moins de problèmes que ce qu'on peut penser. Et donc voilà, une fois qu'on s'est parlé de ces 4 typologies, de produits, là je vous mets, la slide un petit peu détaillée avec, les perceptions par rapport aux différents produits et en tant que professionnel, du bâtiment, certains vont vous étonner, et notamment quand on parle des inaltérables, sur lesquels on a moins de freins psychologiques à avoir réemployés, on a le béton qui, on le sait aujourd'hui, est quand même, assez compliqué, à réemployer aujourd'hui. On a les briques aussi qui sont considérées comme, étant inaltérables et qui en plus, apportent du cachet au bâtiment. Donc pour nous, ça nécessite, quand même, de, pouvoir, requalifier ces produits avant de les mettre en œuvre. C'est pas si simple, que ça, contrairement aux perceptions, qu'il peut y avoir et toujours dans les inaltérables, on va avoir tout ce qui va être porte, le faux plancher et les plafonds parce que comme c'est modulaire, c'est vu comme étant réemployable sans trop de problèmes. Et le carrelage, à condition de ne, pas être cassé ni fêlé, on sait, que la dépose peut être, compliquée sur ces produits-là et que c'est pas forcément le plus facile. Après, on a des produits qui sont dits donc, altérables, c'est ceux qui peuvent porter, l'usure du temps et notamment sur les produits structurels, c'est tout ce qui va être, charpente métallique et charpente bois.
Donc là, en effet, il nécessite bien une requalification euh, et une remise en œuvre avec des cabinets d'études spécialisés qui vont accompagner cette remise en œuvre. On va Les isolants sont perçus comme étant des produits aussi réemployables, bien que altérables. Pour les professionnels du bâtiment, euh, ils étaient vus comme beaucoup plus sensibles parce que justement, il y a plein de poussières qui peuvent intégrer ces produits-là et voilà, ils sont quand même plutôt sensibles au temps. J'avance un petit peu. Les sécuritaires, en effet, les câbles sur lesquels on a des problématiques d'incendie électrique s'ils ne sont pas correctement reconditionnés. Mais on a des filières de reconditionnement qui aujourd'hui existent sur les câbles et ça se passe plutôt bien. Tout ce qui est porte technique, là aussi, quand on pense aux portes coupe-feu, ben, aujourd'hui, on a peu de portes coupe-feu qui sont réemployées en l'état avec cet usage de porte coupe-feu et donc elles nécessitent en effet d'être certifiées. Et parmi les sensibles, je pense que vous vous y attendiez. Alors, on a les tuyaux PVC et on a les cuvettes de tout ce qui va être sanitaire. Donc là, il y a vraiment voilà, ce frein symbolique à l'idée d'avoir des sanitaires de réemploi. Et après, quand on leur dit que quand ils vont à l'hôtel ou quand ils louent un nouvel appartement, ils ne changent pas forcément leur sanitaire directement. Ce n'est pas toujours le premier réflexe. Les avis peuvent changer. Donc, il y a plein de manières de voir les choses. Et la moquette aussi, c'est un vrai frein. Aujourd'hui, la moquette, de toute manière, on voit qu'elle est surtout réemployée sur des espaces de bureaux, des espaces professionnels, un peu moins directement chez les particuliers parce qu'il y a une mode aussi qui évolue quant à l'usage des moquettes. Donc ça, c'était plutôt les perceptions, encore une fois, des clients. Ça ne veut pas dire que c'est des produits qui sont vraiment réemployables ou pas réemployables. On parle vraiment des perceptions dans cette étude. Et il faut que j'avance parce que j'ai tendance à m'appesantir un petit peu. Et du côté justement des professionnels, eux, il y a moins de freins psychologiques et autres, de freins symboliques au réemploi. C'est est-ce que j'ai des contraintes qui sont maîtrisables quand je réintègre des produits qui sont à réemployer ou est-ce que les contraintes sont potentiellement trop dissuasives parce que il y a des difficultés qui sont liées à la dépose, à la requalification des produits, à l'acceptation par les clients finaux. Donc, elles sont plutôt là les problématiques côté professionnel, avec en plus une meilleure vision sur ce qui peut être réemployé ou non, effectivement. Et donc après, quand on s'est intéressé à justement à cette désirabilité ou acceptabilité du réemploi, finalement, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y avait peut-être matière à distinguer deux types de réemploi. Un réemploi esthétique qui va se voir et qui va permettre de justement porter les couleurs du réemploi, donc vraiment apporter ce cachet esthétique que l'on souhaite avoir pour, euh, pour donner des exemples intéressants et puis un réemploi discret qui ne va pas se voir et dont la mission, justement, ça va être d'intégrer un maximum de produits de réemploi pour faire face aux défis écologiques auxquels on fait face actuellement. Et d'ailleurs, voilà, quand on avait l'exemple d'une maîtrise d'ouvrage qui, dans un showroom, avait mis côte à côte un sanitaire neuf et un sanitaire de réemploi, il laissait les gens deviner enfin, s'il y avait un produit de réemploi et justement, les clients finaux se trompaient tout le temps. Donc ça veut bien dire que finalement, si les produits sont reconditionnés correctement et bien remis en état, on a un réemploi qui peut ne pas se voir. Et donc, d'un côté, c'est ça, on va avoir un réemploi qui va être désirable, c'est le réemploi esthétique, et qui va permettre justement de favoriser ce réemploi qui ne se voit pas et qui est plutôt pragmatique et dont l'objectif, c'est de caser un maximum de produits réemployés. Et donc, voilà, quel levier de désirabilité pour le réemploi qui ne se voit pas, notamment dans les discours. Pour les matériaux, en fait, le réemploi, c'est aussi la possibilité d'avoir des matériaux rares ou ces fameux matériaux patrimoniaux et peut-être d'avoir du réemploi qui peut être
premium à développer en termes d'axe marketing pour ceux qui ont des produits. On a aussi justement la possibilité de mettre en avant le travail d'artisanat d'art qui peut être mis en œuvre sur les produits de réemploi. Et c'est le cas en général quand on doit retravailler des produits bois. On ne les réintègre pas forcément directement tels quels dans le bâtiment. Il peut y avoir tout un travail qui est fait. Je pense à des acteurs qui travaillent par exemple sur les montants de menuiserie en bois et qui vont faire des tables presque comme si c'était de la marqueterie. Il y a quand même des vrais savoir-faire et du temps passé sur les produits réemployés et réutilisés. On peut aussi mettre une qualité de ces produits-là qui peut parfois se dégrader sur les produits low cost qui sont intégrés dans les bâtiments. Donc avoir des produits de réemploi dans, dans son chez-soi, c'est aussi parfois avoir des produits qui sont beaucoup plus qualitatifs que les produits bas de gamme qui sont aujourd'hui intégrés. Et puis, on peut aussi avoir une esthétique architecturale. Il y a beaucoup d'architectes qu'on connaît qui s'amusent aussi avec le réemploi pour créer des nouvelles esthétiques. Donc, comme le fait aujourd'hui le club réemploi de Normandie, c'est mettre en avant les exemples de bâtiments réemployés qui pourraient être singuliers et qui peuvent donner envie pour faire du réemploi et justement créer cette culture positive autour du réemploi et c'est tout le principe de cette animation territoriale, qui est fait. Et en développant justement, c'est un langage qui est positif. On part de produits qui sont déjà là finalement et on parle d'évidence sur le fait que, bah, on va pas les jeter, ils sont déjà là. Donc ça faisait partie, justement des pistes qui étaient proposées, par les acteurs et puis après pour le bénéfice qui se voit pas, enfin pour le réemploi qui se voit pas, quel bénéfice on peut, en tirer? Il y a le principe de cette bonne affaire pour les consommateurs qui ont envie de consommer, malin plutôt que, surconsommer. Qui peuvent aussi quand même être attentifs à l'idée d'avoir, des certifications, des labels, comme quoi les produits, ils ont été reconditionnés. Là aussi, on retrouve aussi ce principe de, qualité retrouvée vs le risque de vétusté. Le réemploi, ça peut être perçu, comme une chance face à des produits qui sont, de moindre qualité, quand on est, dans des bâtiments neufs. Et puis, ça peut être aussi, une bonne action pour l'environnement qui se voit pas forcément. Et là, on a pris, l'exemple d'une communication qui existait, où on avait, 2 pièces identiques, une avec le mobilier neuf, une avec le mobilier reconditionné et en fait, on a, la même empreinte esthétique et sauf qu'en plus, on a, une empreinte carbone, qui est réduite. Donc voilà, il y a, heu ça permet aussi de s'approprier de sujets de transition écologique sans pour autant, hem, hem, être moins-disant, sur, la qualité ou sur le rendu, pardon, sur le rendu du bâtiment. Et de notre côté, en termes de, justement, qu'est-ce qu'on met en place, justement comme, enfin, quels autres, quels sont les autres axes qui peuvent exister, pour les professionnels du bâtiment? On a, justement pour pouvoir, plus facilement, reconditionner des produits, les faire assurer, pour, notamment les professionnels du bâtiment. On a tout ce sujet des recommandations professionnelles qui commence à se développer. Une recommandation professionnelle, c'est, un protocole de requalification des produits, de diagnostic, de dépose, de traçabilité et de requalification qui, une fois qu'il est validé par une commission spécifique, la commission, prévention produits, de l'agence qualité construction, permet d'avoir une assurabilité automatique de ces produits-là, si le protocole est respecté. La seule recommandation qui existe, c'est, la recommandation sur, la charpente métallique et qui on le voit permet vraiment de développer, le réemploi sur, ce produit-là et lève certains freins que pouvaient, avoir, justement les parties prenantes, que ce soit les industriels ou les plateformes de réemploi existantes à, réemployer ces produits. Mais forcément, c'est un protocole qui est lourd. Vous avez aussi des filières de reconditionnement, qui sont en cours de structuration. Alors malheureusement, ma liste n'est pas exhaustive. Il aurait fallu que je la remette à jour, mais sur plein de typologies de produits,
aujourd'hui, vous avez des acteurs qui se positionnent pour les remettre à neuf, les remettre en état et justement se départir, enfin voilà, re-garantir ces produits-là. Et sur des produits un peu symboliques comme la moquette et les sanitaires, aujourd'hui, ça fait partie des produits qui finalement sont les plus facilement réemployables. Et donc, lever les freins psychologiques, c'est un vrai enjeu pour justement euh, pouvoir les intégrer dans le bâtiment. Après, on a aussi des maîtrises d'ouvrage qui décident de ne pas dire qu'ils ont des produits de réemploi, de dire d'être transparent si on leur pose la question. Et une fois que c'est installé, ça pose moins de problématiques. Et côté Valobat, sur les dernières minutes qui restent, nous, ce qu'on développe, voilà, c'est un plan d'action qui est dédié à l'accélération du réemploi, en ayant fait ce constat que d'un côté, on avait besoin d'activer la demande de réemploi de la part des maîtrises d'ouvrage, d'arriver à structurer cette offre de matériaux de réemploi et notamment au travers des offres de produits reconditionnés qui vont permettre une meilleure justement appropriation de ces produits-là, et puis de faire connaître à la fois, enfin, faire rencontrer cette offre et cette demande parce que souvent on a des maîtrises d'ouvrage, enfin souvent, qui ont envie d'intégrer des produits de réemploi qui ne savent pas forcément à qui s'adresser, d'où les réseaux d'animation. Et de l'autre côté, on a aussi des acteurs du réemploi, des plateformes qui ont des produits en stock et qui n'ont pas forcément en tête les opportunités de chantier vers lesquelles écouler ces produits-là. Ça fait partie de ces enjeux. Et donc, c'est pour ça qu'on a différents volets d'accompagnement aujourd'hui en fonction des typologies d'acteurs. Donc, que ce soit pour les acteurs du chantier, beaucoup d'événements, beaucoup d'animations pour les sensibiliser à ce sujet du réemploi. Et donc, le Club Normandie va continuer justement à mener des événements partout en France, des retours d'expérience sur les chantiers. On a aussi des soutiens financiers selon les volumes de produits réemployés directement sans passer par les plateformes, les mises en relation. Pour les plateformes de réemploi, là, on a des soutiens financiers opérationnels, des soutiens donc selon les volumes de produits effectivement réemployés, de la mise en réseau. Et après, pour les filières industrielles, on est amené à cofinancer justement des référentiels techniques, à les accompagner là aussi sur des projets de réemploi et puis à avoir des différents cycles de webinaires et de ressources. Donc voilà de mon côté. Il est 9h29, mais j'ai encore un petit peu de temps pour des questions si vous Oui. voulez. Merci Marine. Oui, c'est très riche. J'imagine que tu as plein de choses à dire en peu de temps. Est-ce que parmi nos participants, est-ce qu'il y a peut-être des questions? Vous avez des questions sur l'étude ou des remarques ou des Mm. retours, des impressions? Notamment si vous avez des retours de la part de clients finaux que vous auriez dû convaincre, au contraire, qui sont montrés très enthousiastes à l'idée d'intégrer des produits de réemploi. Ça peut être intéressant. J'avais juste une question. Ouais. Est-ce que l'étude montre qu'il y a une différence peut-être entre l'avis des clients finaux justement et du maître d'ouvrage qui finance, Et quand c'est un promoteur et après bah, les utilisateurs des logements par exemple, est-ce qu'il y a une différence? bah, nous, aujourd'hui, on a plutôt eu des maîtrises. Enfin, non, cette étude ne le souligne pas forcément. C'est vrai que les maîtrises d'ouvrage, elles ont été intégrées côté professionnel du bâtiment et qui voyaient plutôt comment dire, qui voyaient plutôt les freins techniques au réemploi que les freins psychologiques. Ou alors, parfois, justement, ces maîtrises d'ouvrage pouvaient dire, oui, mais c'est mes clients finaux qui veulent pas parce que enfin, c'est mes clients finaux qui voudront Ok, pas intégrer du réemploi. Donc, ouais. le frein était plutôt décalé sur justement leurs clients finaux. Ok, ça marche, merci. Merci à vous. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Marine ou vos impressions sur l'étude? Ouais. Je sais pas si enfin, est-ce que vous avez des retours d'expérience un peu similaires ou pas? Et sinon, Non, pas spécialement. très bien. Bah, merci Oui, pour merci votre Marine. participation. On a enregistré, de toute façon, vous pourrez revoir le webinaire quand vous avez envie, parce que c'est vrai que c'est toujours très dense et très riche. Peut-être même qu'on pourra envoyer Oui. le diaporama, enfin voilà. Et même la version complète, là, c'est vrai que j'ai fait une version allégée pour le webinaire. On a une version qui est un peu plus étoffée, justement, qui est disponible sur notre site.
Je vous ai remis le lien et puis Cécile, je te laisserai peut-être le renvoyer aussi Oui, oui. Je si pense ça te... qu'on voilà, on en reparlera, on reparlera de l'étude. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est toute la partie que tu as indiquée aussi sur le vocabulaire, en fait, sur la façon dont on parle des choses, parce que voilà, je l'ai vécu dans d'autres associations aussi, mais on sait qu'en fait, les mots sont très importants et qu'en fait, notre perception des choses vont être aussi influencées par les mots qu'on emploie. Mm. Donc, ça pose des questions aussi sur l'utilisation du mot réemploi, comme tu as dit, ce qu'il est perçu comme étant trop technique pour une partie des clients ou du grand public même, en Mm. fait. Donc, voilà, je trouvais ça très intéressant. Donc, je pense que oui, on va reparler de l'étude de Valobat et on reviendra vers toi. Ou Voilà. en tout cas, en prendre en compte ces différents apprentissages et ne plus parler de réemploi, même si c'est dur. Parfait. Et voilà. Et Super. je voulais vous remercier et puis vous dire que bah, la prochaine fois, donc, on se donne rendez-vous le 12 février. Et on sera avec, alors, normalement, on sera avec le RAN Cooper, donc l'organisme normand de la commande publique responsable. Voilà, donc on parlera de la place du réemploi dans la commande publique. Super. Merci beaucoup et puis bah, bonne journée. Bonne journée à toutes et tous. Au revoir. Merci et au revoir.